Bonjour, je suis Melchior Ascaride, le directeur artistique des Moutons Électriques, et je suis aujourd'hui reçu par Sci Fantasy pour vous parler de mon travail. Alors pour ce qui est de mon parcours, alors je vais éviter les poncifs. Oui, quand j'étais petit, j'ai toujours aimé dessiner parce que tous les enfants aiment dessiner. Par contre, je me suis rendu assez vite compte que dans la vie, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait suffisamment pour que j'en fasse une profession. Et je crois que c'est aux alentours de mes 13 ans que j'ai découvert que l'illustrateur était un métier qu'on pouvait dessiner comme profession. Et en parallèle, j'étais tombé, peut-être la première, dans la collection que l'on est beaucoup à regretter, qui était Pocket Terror, une collection de romans d'épouvante, de chez Pocket donc. Et Pocket Terror avait quasiment toutes ses couvertures dessinées par un monsieur qui s'appelle Pierre-Olivier Templier, dont j'étais absolument fou du travail. Je n'achetais des Pocket Terror quasiment que pour les couvertures au bout d'un moment. Et à l'époque, je ne savais même pas ce qu'était le métier de graphiste. Je ne savais même pas que graphiste ça existait, ni même ce qu'était une charte graphique, une identité visuelle, etc., etc. Et c'est bien plus tard, aux alentours de mes 20 ans, je crois, que j'ai intégré une école de design, avec toujours dans la tête le souhait de, un jour, faire des couvertures de livres, éventuellement parmi d'autres choses. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est 99,9% de mon travail, j'en suis ravi. Mais voilà, je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, mais Pierre-Olivier Templier, si vous me voyez, c'est grâce à vous que je dois ma vocation. Ma collaboration avec les Moutons Électriques, ça date de 2013. Qu'est-ce qui m'a amené à travailler avec eux ? 2013, moi je venais de m'installer à Paris. Je suis arrivé à Paris en janvier 2013. Mars 2013, je vois qu'il y a le salon du livre de Paris, juste à côté de chez moi. Donc je me dis, j'ai mon book sous le bras, je vais aller y faire un tour. Et je n'y suis pas resté très longtemps parce que le salon de Paris, c'est l'enfer. C'est vraiment la foire à la saucisse. Enfin, t'étais là au bout d'un moment et tu te dis putain, qu'est-ce que je fous là, il faut que je me barre, j'étouffe, etc. Et avant de partir, je me suis dit, je vais quand même passer voir les Moutons Électriques parce que les graphistes qui étaient là avant moi, donc Delon au début et Sébastien Hayez ensuite, n'avaient pas du tout justement l'approche, on va dire, pas pour le dire péjorativement, hein, mais l'approche illustratrice classique des littératures de l'imaginaire. Ils avaient vraiment une approche graphique. Et moi, c'est vrai que j'ai une formation de graphiste. J'ai en plus une vraie passion pour le design minimaliste, essayer autant que possible de réduire les visuels à leur plus simple composante, on va dire, avec une marge de manœuvre évidemment. Mais les couvertures des Moutons Électriques m'avaient vraiment tapé dans l'œil. Je me suis dit putain la vache, j'ai l'impression de... Je me retrouve vraiment, je retrouve tout ce que j'ai envie de faire pour des livres dans cette maison, donc je vais aller tenter ma chance, quoi. Et juste avant de partir, je me suis arrêté au stand des moutons, on a blagué un moment et je suis reparti. Et pour la vraie origin story, c'est plusieurs mois plus tard, j'étais invité au vernissage d'une expo dont j'avais fait un livret, là, un peu de présentation, qui était à Saint-Germain-en-Laye. Sauf que en bon nouveau parisien, je ne savais pas que les passes Navigo étaient zonées, que la région parisienne était découpée en zones. Et donc du coup, je suis parti à Saint-Germain-en-Laye avec mon Navigo qui n'avait pas les bonnes zones. Et arrivé à Saint-Germain-en-Laye, je ne pouvais pas sortir. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va sauter par-dessus le tourniquet. Sauf qu'en face, il y avait des policiers et des militaires. Et je me suis dit, non, franchement, ce vernissage, il vaut pas une amende. Tant pis, je vais faire demi-tour. C'est chiant, mais c'est comme ça. Et en rentrant, j'avais un mail de André-François Riot qui me disait, bon, on tente le coup. Je me suis dit, ça va, tout est pardonné. Le trajet était nul, mais franchement, ça valait le coup. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à collaborer.
et à monter l'approche graphique actuelle des moutons ensemble au fur et à mesure des années. On arrive à l'année 2016 où je reçois le prix Imaginal de l'illustration pour l'identité visuelle des moutons électriques. Donc on était évidemment ravis. Et avec mon camarade Julien Bétan, qui était le numéro 2 des moutons à l'époque, on commence tous les deux un peu, on va dire en off, à dire tiens, ce serait chouette qu'on fasse un bouquin tous les deux. Lui il écrit, moi je dessine, on construit l'histoire ensemble, etc., etc. Et puis, mais vraiment un truc tout à fait informel, quoi. Et un jour, André-François Ruot me regarde et me dit bon, quand est-ce que tu nous fais un livre illustré ? Du coup, on s'est regardé avec Julien Bétan, on s'est dit bah écoute, vu que t'en parles, on a ce projet-là. C'était Tout au milieu du monde. Et donc on lui présente cette idée de roman, de fantaisie préhistorique dans lequel l'image et le texte se mélangeraient, où l'image prendrait le relais de la narration, etc., etc. Et il nous a dit un truc du genre vous êtes fous, ça se vendra jamais, mais j'adore, faites-le. Du coup, on a emmené Mathieu Rivero aussi, qui est l'auteur de Or et Nuit, dans la bande, où on a tout construit ensemble. On a fait Tout au milieu du monde, dont je suis encore aujourd'hui très fier, qui a reçu le prix spécial du jury, je crois, en 2018, si je dis pas de bêtises, aux Imaginales. Et puis en fait, on s'est tellement marré à faire ça qu'on en a fait un deuxième avec Ce qui vient la nuit, et puis on en a fait un troisième, on en a fait un quatrième, et en fait, ces petits romans qui, en fait, il devait à la base y en avoir qu'un. En fait, maintenant, il y en a plus d'une dizaine, je crois. C'est devenu une collection à part entière, la bibliothèque dessinée, qui a évolué au fil du temps, qui est passé d'un petit format, une espèce de faux carré souple, qui est maintenant un grand format cartonné, et qui maintenant compte des noms prestigieux. Hein. Il y a Jean-Philippe Jaworski, il y a Laureline Mathieusi, et puis il y a d'autres noms qui arrivent derrière parce que c'est une collection qu'on aime beaucoup. On a la chance, j'ai la chance en fait au Mouton Électrique de travailler avec des gens qui sont certes passionnés de littérature, passionnés d'imaginaire, mais qui sont passionnés d'image aussi, d'image, de design, d'illustration. Et c'est vrai que c'est vraiment plaisant parce que ça m'amène en fait à collaborer avec des gens avec qui je suis sur la même longueur d'onde, avec qui on peut parler de références communes, avec qui on a les mêmes goûts en approche, en matière de design. Moi, j'ai rien imposé au Mouton. C'est une construction qui s'est faite quand même assez naturellement, compte tenu de nos goûts respectifs en matière de design, et pas que de design aussi, en matière d'approche de ce qu'on voulait faire visuellement et graphiquement avec la littérature de l'imaginaire. Creuser un trou qui avait évidemment été commencé avant moi au Mouton, mais qu'on a voulu continuer. D'avoir encore une fois, cette approche purement graphique de la couverture et des livres en général. Donc du coup, c'est une collection qu'on aime tous, vraiment. On collabore, on s'échange des noms, on se file des recommandations. C'est vraiment une collection commune parce qu'on aime tous l'image, on aime tous la bande dessinée, on aime le cinéma aussi. C'est une collection aussi où on essaye d'aller piocher un peu dans le langage aussi cinématographique. Certains découpages, on fait des zooms, on fait des travelling, des trucs comme ça. Donc c'est une collection qui nous est très chère parce que ça fait le lien en fait avec un peu tout ce qu'on aime, c'est-à-dire à la fois le design. C'est vrai que c'est une collection qui a vraiment commencé comme une collection de graphistes, que ce soit ce que moi j'ai fait, ce que Sébastien Hayez a pu faire. C'était un peu une collection de graphistes. Là aujourd'hui, on essaye de ramener plus des BDastes dans la collection, et on y arrive, et c'est vraiment très chouette. Mais voilà, ça tire
c'était des passerelles en fait entre la littérature, la bande dessinée, l'album aussi, pourquoi pas, l'album jeunesse, mais pour adultes, parce que la France a aussi une tradition de romans adultes illustrés, et c'est quelque chose vers lequel on veut revenir aussi. Donc voilà, c'est une collection qui nous est très chère et qu'on travaille ardemment à faire prospérer. Voilà. Alors, le temps de travail, alors en fait, c'est un peu compliqué de dire c'est tant, de temps, etc. Parce que, en fait, ça a énormément varié d'un boulot à l'autre. Par exemple, Tout au milieu du monde, donc le tout premier, euh, je l'ai fait en maquette incluse. Je l'ai fait en 3 semaines et demie. Parce qu'on s'était planté sur la date de rendu pour que ça parte à l'impression. Euh, on s'était trompé d'1 mois et en fait il fallait le renvoyer très vite. Du coup j'ai passé 3 semaines à faire ça, à ne faire que ça. Euh, ce qui était très plaisant et je savais où j'allais, hein, mais c'était bien speed. Après les autres, je saurais pas dire exactement combien de temps ça prend. Parce que alors, il y a une petite phase de tâtonnement au départ, parce que moi ce que j'aime bien aussi, c'est varier les styles et les techniques, changer d'un bouquin à l'autre. Alors c'est entre Tout au milieu du monde et Ce qui vient la nuit, c'est vraiment radicalement opposé. Ce qui vient la nuit et Désolation sont dans le même traitement parce que ça m'avait tellement plu ce traitement à la peinture qu'après Ce qui vient la nuit, je voulais en refaire un, absolument. Donc ça a été Désolation. Et après Désolation, il y a eu quoi? Il y a eu Eurydice, la première version d'Eurydice déchaînée, où là j'ai voulu rechanger aussi et repasser du dessin, on va dire, un peu plus bande dessinée au feutre. Parce que j'avais envie de changer encore. Je crains en fait des fois de m'ennuyer dans une technique, vraiment. Et ça, je vais pas dire ouais, c'est marrantiste, c'est le cauchemar de l'artiste, etc. Mais c'est juste que ça m'embêterait de faire un truc où j'y crois pas complètement, où je me sens pas complètement impliqué dans le traitement lui-même, quoi. Et c'est pour ça qu'après Eurydice déchaînée pour Fumer, j'ai voulu changer. Faire un truc que j'avais pas essayé, faire du direct tout à l'ordi pour avoir un rendu très plat, façon design années 50. Ce qui a pas fonctionné en fait. Ça a fonctionné sur quelques pages, mais ça aurait pas tenu sur les 144 pages de Fumée. Donc on a changé de cap aussi. Avec Nicolas, parce que Nicolas lui-même a instillé le doute dans mon cœur et il avait raison. Donc j'ai rétropédalé sur mon travail sur Fumée pour tout faire au pinceau. Je sais plus combien de temps j'ai passé sur Fumée. À mes yeux, pas très longtemps. Alors après, en travaillant un peu le soir, le week-end, etc., c'est compliqué d'estimer si c'est un mois et demi, 2 mois de travail. Mais le temps passe tellement vite quand on s'amuse. Non, mais c'était tellement plaisant à faire que je saurais pas dire. Là, je sais que pour la réédition de Redis, ça a été beaucoup plus long, mais parce que je m'y suis pris très en avance. Donc oui, ça a été du travail étalé sur 3-4 mois, on va dire. Même si on remet tout bout à bout, ça fait moins, mais c'était voilà, pareil, rechanger un peu, rester dans du dessin à la main. Sortir du dessin au pinceau et à l'encre, essayer revenir au feutre, mais pas les mêmes feutres qu'au début de Redis, avoir un traitement plus brutal dans le traitement des noirs. Donc pareil, le temps de me replonger déjà dans le texte, dans les illustrations, me dire ouais, est-ce que celle-là elle était très, très pertinente, est-ce qu'on pourrait pas mieux la faire, en refaire certaines 3, 4, 6 fois parce qu'il manque un truc et on sait pas quoi, il faut les refaire. Donc le temps varie vraiment, pareil en fonction du texte, ça dépend de
de comment le texte est traité, si la place a été vraiment laissée en amont pour des illustrations, c'est très facile, que ce soit sur Tout au milieu du monde ou Eurydice déchaînée. Alors Eurydice déchaînée, c'est un mauvais exemple, parce que comme c'est moi qui l'ai écrit, je savais exactement où j'allais, où je coupais, etc. Mais sur Tout au milieu du monde, par exemple, Julien et Mathieu m'avaient dit à l'époque: ouais, on n'a pas écrit la fin c'est toi qui l'as fait. On te la laisse, tu l'as fait en image, tu fais ce que tu veux. Et puis, évidemment, on a discuté ensemble de comment on finissait le bouquin, mais c'était à moi de faire de raconter en fait la fin du livre. Donc c'est vrai que quand on a la place comme ça pour des illustrations, il faut réfléchir à dire bon, qu'est-ce qui est judicieux, comment je raconte telle chose, etc. Sur Désolation, le texte était déjà écrit, et puis initialement il n'avait pas été écrit pour la bibliothèque dessinée, donc il a fallu aller un peu creuser dans les interstices, trouver comment on rend des ambiances, comment on rend un peu le sous-texte que peut avoir la nouvelle à chaque fois qu'il parle du dragon, comment on commence peut-être à teaser le dragon, etc. Donc c'est long, mais c'est pas non plus des années de travail, hein, mais bon. C'est l'avantage aussi d'avoir une imagination visuelle, c'est que à la lecture d'un texte, ça va, on se dit ok, là je vais couper le texte là parce que là je vais mettre ça va être bien. Là cette phrase là je vais la sortir parce que si je la mets toute seule avec une image autour, ça va amplifier le sens de la phrase et le sens du moment, etc. Donc voilà, mais voilà, là maintenant ce qu'on fait, c'est on rush plus. Par contre, fini les bouquins qu'on finit en 3 semaines et demie parce qu'on s'est trompé, on prend vraiment le temps. Et puis maintenant on fait aussi appel à des vrais BDastes, à d'autres personnes. Donc on travaille vraiment en amont pour qu'ils prennent eux leur disposition pour travailler comme bon leur semble. Donc ça varie d'artiste en artiste, mais moi j'aime bien travailler un peu vite aussi, parce que j'ai toujours la crainte aussi au bout d'un moment de plus pouvoir voir le projet en peinture et me dire j'en ai marre, je plaque tout, j'en peux plus de ce bouquin même si je l'aimais au début. Donc il y a un moment où il faut savoir finir. Voilà. De l'inspiration, l'inspiration elle vient du texte, hein, déjà, on va pas se mentir. Quand je bosse sur une couverture, on va dire 99% du temps, je lis le livre d'abord, même s'il n'est pas terminé, parce que il faut savoir que dans l'édition, on rend les couvertures très très en avance, et on les rend des fois, pour toute la partie après commerciale, etc. On les rend des fois avant que le bouquin soit achevé. C'est comme ça. Mais du coup, je préfère quand même lire ce qui est écrit. Alors même si c'est que quelques chapitres. Hein. À l'époque, quand j'ai fait la couverture de Espérer le soleil de Nelly Chadour, j'avais que 6 chapitres à disposition sur tout le bouquin. Qui a un pavé quand même. Hein. 6 chapitres, c'est vraiment le tout début. Donc je lis ce qui existe. Je note dans ma tête un peu les inspirations, de quoi ça parle, quelles sont. Alors soit les inspirations culturelles, alors par exemple les Sentiers des Astres, je m'étais mis dans la tête de ok, il va piocher du côté nordique, védique, donc je garde ça dans un coin et après je vais aller piocher un peu dans ce qui se fait dans cette culture-là pour voir s'il n'y a pas des motifs que je peux récupérer, des façons éventuellement de rendre le personnage. Si ça s'inscrit dans une époque aussi particulière, je vais peut-être essayer de rattacher ça visuellement à... alors je sais pas si ça se passe dans les années, on va dire 40, 50 ou quoi. Je vais aller regarder ce qui se fait dans le design à cette époque. Peut-être aller piocher aussi des fois ce qui peut être que du détail, mais aller regarder les typographies qui étaient utilisées à l'époque pour voir s'il y en a des bonnes, certaines qui peuvent être éventuellement vraiment marquantes, et me dire ouais, c'est vrai que cette police là elle est je sais pas, emblématique des années 70, c'est ça qu'il faut utiliser, des couleurs, et après vraiment essayer de alors
ça peut m'arriver de faire fausse route aussi en piochant des éléments aussi dans le bouquin. Donc si le livre n'est pas terminé et que moi j'ai récupéré quelques éléments, j'écris un mail à l'auteur ou à l'autrice en disant bon voilà, pour la couverture il y a ça qui m'intéresse, mais est-ce que tel élément il est pertinent, est-ce que tu vas t'en servir plus tard, ou est-ce que c'est juste un détail et c'est pas si important que ça. On échange un petit peu sur la pertinence, la redondance de certains éléments, certaines thématiques, etc. Et ensuite j'essaye de synthétiser en fait une composition qui, autant que possible, va retranscrire à la fois l'époque, l'atmosphère et les enjeux. Voilà. C'est compliqué en une couverture de résumer un bouquin. Des fois, il faut faire des choix drastiques et laisser tomber un aspect du livre, même si on pourrait juger que c'est important. Malheureusement, ça dépend, hein, mais faut pas oublier non plus qu'une couverture, oui, ça a un aspect artistique aussi, pourquoi pas. C'est une composante importante, mais il y a aussi une composante commerciale qu'il ne faut pas négliger. Et des fois, il y a peut-être une thématique à traiter, un aspect qui est peut-être pas dire le plus judicieux, parce que ça sert à rien d'utiliser des trucs judicieux, mais des fois on va peut-être virer sur un aspect du livre plutôt qu'un autre, parce que visuellement et donc commercialement, il y a plus de chances que ça marche. Mais même dans ce traitement-là de la couverture, je vais quand même essayer de raccrocher les wagons avec des thématiques qui moi me paraissent importantes et des atmosphères aussi qui me paraissent... par exemple, là, pour le prochain roman de Nicolas Texier, Reflet du roi mourant, on a fait un choix particulier de compo et d'approche, mais dans le fond, quand même, il y a un traitement visuel qui, je pense, pourra être retrouvé dans le traitement du livre, cette espèce de truc très brumeux, très mystérieux, etc., qui reste quand même très important. Il faut savoir piocher et éventuellement glisser un petit élément ici et là pour arriver à faire une espèce de monstre de Frankenstein qui se tient bien et qui va raconter le livre sans le spoiler. En gros, en regardant la couverture, on va pouvoir se dire ah ouais, tiens, c'est telle ambiance, tel thème, telle époque, allez, banco. Clive Barker. Alors moi j'ai découvert Clive Barker, ça devait être aux alentours de 1994, à l'époque où on avait encore des vidéoclubs, et il y avait, parmi toutes les jaquettes d'horreur, il y avait celle du premier Hellraiser. Et à l'époque, mes parents m'autorisaient à lire Mad Movies. Donc je lisais un peu Mad Movies. Et évidemment, Hellraiser, ils en ont parlé plusieurs fois. Et c'était catégorisé, évidemment, dans les films gore. Donc 94, j'avais 10 ans. Je me sentais pas prêt encore à affronter du gore, à affronter de la violence, etc. J'ai découvert ça bien plus tard. Après Hellraiser, j'ai découvert Cabal, qui est adapté de son roman éponyme. Et puis Cabal m'a amené à Rawhead Rex, qui est un très mauvais film, fait dans de très mauvaises conditions aussi par Clive Barker lui-même. C'est un des films qui lui a fait jeter l'éponge de la réalisation. Mais par contre, Rawhead Rex m'a fait découvrir la nouvelle dont est tiré le film, qui m'a fait découvrir la saga Les Livres de Sang, qui sont donc une collection de 6 volumes de nouvelles d'horreur, parmi lesquelles on trouve, je pense, les meilleures nouvelles d'horreur. Si vous lisez Les Livres de Sang, il faut lire La Dernière Illusion, qui a été adaptée après en film. C'était Le Maître des Illusions en français,
Lord of Illusions en anglais, Le Dernier Train de Minuit, La Madone, Dans les collines, les cités, Jack et le Cacophone, qui est une nouvelle d'horreur humoristique et qui est formidable. Et puis tout un tas après où il brasse tout son amour en fait de la culture underground, du charnel vraiment de l'horreur. C'est pas forcément gore. La Madone et Le Dernier Train de Minuit, enfin Le Dernier Train de Minuit qui a été adapté aussi en film, de Midnight Meat Train, où ils ont changé la fin, ce qui dénature complètement d'ailleurs le propos du texte. Mais il y a ce truc, un peu un cliché, mais ce truc presque Lovecraftien du monstre qu'on n'arrive pas à comprendre, qui ne nous montre jamais pleinement. À l'époque, j'adorais Graham Masterton, je lisais quasiment exclusivement du Graham Masterton, et c'est vrai qu'un des problèmes de Graham Masterton, c'est que les monstres, il te les montre plein cadre, et au bout d'un moment, ça fait un peu train fantôme. Là où Clive Barker, il garde ses monstres dans l'ombre, alors dans l'ombre ou cachés derrière un truc, il en montre que des petits morceaux. Alors des fois, il les montre aussi, hein, attention, mais que ce soit dans La Madone ou dans Le Dernier Train de Minuit, ces monstres, ils sont à moitié cachés, on ne sait pas trop ce que c'est. Et ce qui est vachement bien, c'est que comme c'est de la nouvelle, c'est du texte court. Et il se perd pas en explications sur ce que c'est, etc. Et du coup, c'est l'imaginaire qui prend le relais. Et on se dit, putain, il y a un monde en fait derrière son truc, dis-moi plus, mais il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est à nous de faire le travail en fait de qu'est-ce que sont ces créatures. Et c'est dommage qu'il ait un peu perdu, je trouve, le feu sacré. J'ai trouvé que les Évangiles écarlates, où il revient à Hellraiser, était un peu en deçà de ce dont il est capable, mais on s'en fout parce que ça n'invalide pas tout ce qu'il a fait avant. Et c'est un auteur qui a créé des vocations, hein. Les livres de sang, c'est ce qui a donné envie à Michel Pagel, qui est publié au Mouton, d'écrire son immense saga d'horreur, La Comédie Inhumaine, qui est vachement bien aussi. Si vous aimez Clive Barker, vous adorerez La Comédie Inhumaine. Mais enfin voilà, ça a été une espèce de tsunami Clive Barker dans le paysage de l'horreur littéraire. Enfin, je pense que c'est peut-être pas pour rien quand même qu'il y a cette phrase qu'on voit partout de Stephen King qui dit j'ai vu l'avenir de l'horreur, son nom est Clive Barker. Je pense que dans sa tête c'est vrai. Je pense que malheureusement Clive Barker a aussi été confronté à énormément de déconvenues, notamment dans l'adaptation de ses films qui se sont quasiment toutes mal passées, peut-être à part Hellraiser. À partir du 2, Hellraiser, c'est une saga qui a pris l'eau, jusqu'à Hellraiser 8 qui est une abomination. Howard Rex, ça a été complètement saboté. Cabal, je crois que la Fox, dans la plus pure tradition de Fox Searchlight, a tronqué le film de je sais plus combien de dizaines de minutes, et les fans se sont battus pendant plus d'une décennie au moins pour que la Fox lâche enfin les rushs, les scènes coupées, et qu'on puisse avoir le Cabal vu par Clive Barker, parce que Cabal c'est un film de monstres qui se passe sous terre, et la Fox a coupé la plupart des scènes de monstres. Ils avaient créé, je crois, peut-être 200 monstres, et il doit en rester une trentaine à la fin, quoi, tellement le film a été charcuté. Donc je pense qu'au bout d'un moment, malheureusement, Clive Barker a jeté l'éponge et a dit allez, je reste très poli, mais vous voyez l'idée. Alors que c'est un mec, les livres de sang, il y a une nouvelle, une idée originale par nouvelle, quoi. Des trucs qui sont qui n'ont jamais été faits ailleurs. Enfin, pour lui, j'ai l'impression qu'il a ouvert en grand les portes de son imagination, et il a dit j'ai une idée, je fais une nouvelle dessus, quoi. Et ça donne des textes qui sont incroyables. Vraiment, c'est voilà. Si vous aimez l'horreur, il faut lire les livres de sang. Voilà, c'est même des petits textes à droite à gauche, mais il faut les lire. C'est pas pour rien que c'est un incontournable. Et pour conclure, voilà, grosse annonce, bon, vous l'avez peut-être déjà vu passer, mais on va rééditer Eurydice déchaîné dans le nouveau format de la bibliothèque dessinée, donc en gros format, au courant du mois d'août. Le texte ne bouge pas,
J'ai refait par contre 100% des illustrations, donc tout le matériel iconographique est 100% nouveau et il y a pas mal d'illustrations en plus. Voilà, il est quand même beaucoup plus fourni que le précédent, donc j'espère que vous lui ferez un bon accueil. Et évidemment, merci à Morgane et à Sci Fantasy de m'avoir reçu pour cette interview. Merci infiniment.